Aujourd'hui, on va replonger dans une époque magique, les années 80. L'ère de la cupidité, des costumes hors de prix, des coiffures qui défiaient la couche d'ozone à coups de lac et bien sûr de Wall Street. Une époque où le succès se mesurait à la marque de votre montre et à la difficulté d'obtenir une réservation au Dorsia. Et que se passe-t-il quand on prend l'apogée de cette culture et qu'on lui crée son poster boy? On n'obtient pas un génie de la finance, on obtient Patrick Bateman. Un type qui, de l'extérieur, est le rêve de consommation de tout youpi, mais à l'intérieur, il réfléchit à des manières créatives d'utiliser une hache. Avant de plonger dans la psyché de ce grand malade, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un like parce qu'aujourd'hui, ça va être intense. American Psycho n'est pas un film d'horreur sur un tueur en série. Enfin, si, un peu, mais c'est la partie la moins importante. Le film est une satire brutale, une comédie à l'humour si noir qu'il en absorbe la lumière, sur la superficialité et le vide de la culture de consommation. Patrick Bateman n'est pas un méchant, il est un symptôme. On nous le présente à travers sa routine matinale. Et quelle routine? Le type ne se réveille pas, il entame un protocole de lancement de fusée sur son propre visage. Masque de glace, lotion, crème hydratante, exfoliant, un processus si méticuleux et sans âme qu'on comprend tout de suite. Il ne prend pas soin de sa peau. Il construit un masque, une carapace parfaitement lisse pour cacher le fait qu'il n'y a absolument rien à l'intérieur. Sa vie est un défilé d'apparence. Il a un boulot à Wall Street dont personne ne sait vraiment en quoi il consiste, pas même lui. Il passe ses journées avec ses amis, qui sont essentiellement des clones les uns des autres. Tous portent les mêmes costumes, fréquentent les mêmes restaurants et se ressemblent tellement qu'ils passent leur temps à se confondre. Le film nous martèle cette idée dans le crâne. Dans ce monde, l'identité n'existe pas. Tu n'es pas qui tu es la marque que tu portes. Et cela n'est jamais plus clair que dans la scène la plus importante et la plus géniale du film, la guerre des cartes de visite. Mec, cette scène est un chef-d'œuvre. Bateman et ses collègues comparent leurs cartes de visite comme s'ils étaient en train de mesurer... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La tension dans la pièce est plus forte que dans une scène de désamorçage de bombes. Le type de police, la couleur du papier, blanc cassé, le gaufrage, chaque détail est une arme dans une bataille de statues. Et quand la carte de Paul Allen avec son filigrane est présentée, Patrick Bateman frôle un AVC. Son sourire crispé cache une voix off de pure haine et de désespoir. Il est en sueur froide au bord de la crise de nerfs, non pas parce qu'il a perdu des millions en bourse, mais parce que la carte d'un autre type est marginalement plus belle que la sienne. Si vous aussi vous avez déjà ressenti une colère démesurée pour un truc totalement stupide, lâchez un like sur cette vidéo, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. C'est là tous les génies du film. La violence de Bateman ne sort pas de nulle part. Elle est la conséquence logique de cette pression insensée vers la perfection et le statut. Son premier grand acte est le meurtre de Paul Allen. Et encore une fois, l'accent n'est pas mis sur la brutalité, mais sur le rituel. Bateman prépare l'appartement, étale des journaux au sol comme pour protéger le sol d'un chiot, enfile un empérant et se lance dans une analyse critique de la carrière de Huey Lewis and the News pour Paul Allen, qui est ivre et perdu. La musique pop, la chose la plus superficielle et commerciale au monde, devient la bande-son d'un meurtre. C'est l'union parfaite et malsaine entre la culture pop et la psychopathie. À partir de là, le film plonge dans une spirale de folie, et plus important encore, d'ambiguïté. A-t-il vraiment tué Paul Allen? Personne ne semble remarquer sa disparition. Le détective joué par Willem Dafoe apparaît, pose quelques questions, mais semble plus intéressé par l'adresse du coiffeur de Bateman. Le monde qui entoure Patrick est si égocentrique et superficiel qu'un meurtre peut passer complètement inaperçu. Ces frasques deviennent de plus en plus absurdes et violentes, presque comme s'il testait les limites de l'univers, suppliant quelqu'un de remarquer le monstre qu'il est. Mais personne ne remarque. Il engage des prostituées, les terrorise, et le lendemain, il continue à dîner dans les mêmes restaurants en parlant des mêmes banalités. Il est un fantôme, une idée, pas une personne réelle. L'effondrement final est pathétique et hilarant. Il commence à avoir des hallucinations, un distributeur automatique lui demande de le nourrir avec un chat errant, il se lance dans une course-poursuite frénétique et tire sur une voiture de police qui explose comme dans un film de Michael Bay. Le premier gros indice que peut-être rien de tout cela n'est réel. Désespéré, il appelle son avocat et lui laisse un message vocal, confessant tout. Chaque meurtre, chaque détail sordide. C'est le climax, le moment où le masque tombe enfin et où il va se faire prendre. Mais c'est là qu'arrive la grande chute du film. Le lendemain, il retrouve son avocat qui pense que sa confession était une blague.
Pire, l'avocat lui dit que c'est impossible qu'il ait tué Paul Allen, parce que lui-même a dîné avec Paul Allen à Londres il y a 10 jours. La réalité se désintègre complètement. Le monde de Patrick Bateman est si faux, si rempli de mensonges et d'apparences, qu'une confession de meurtre sériel n'est plus crédible que l'excuse bidon d'un collègue. Au final, la plus grande punition de Patrick Bateman, ce n'est pas la prison, c'est de devoir continuer à être Patrick Bateman. Il est piégé dans ce cycle de consommation, de statut et de vide. Sa dernière phrase dans le film résume tout. Cette confession n'a servi à rien. Il a tenté de se connecter à la réalité par la violence extrême et même cela lui a été refusé. Il ne peut pas s'échapper. Et voilà, un film qui vous fait rire d'un type qui parle de Phil Collins avant de commettre une atrocité. Si vous avez kiffé ce voyage dans l'esprit malade de Wall Street, vous connaissez la chanson. Lâchez un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quel autre film mérite de passer sur notre divan d'analyse. Allez, à la prochaine!